Lors de cette journée médicale virtuelle, nous allons donc faire le point sur la situation Covid et la sclérose en plaques. Le premier élément dont il faut évidemment tenir compte, c'est que les informations sont valides et mises à jour au jour d'aujourd'hui, mais sont évidemment susceptibles d'évoluer avec le temps et l'évolution de la situation. Tout d'abord, un petit rappel pour bien différencier les choses, car parfois les choses sont mal comprises ou mal expliquées, notamment dans la presse. Le Covid-19, c'est la maladie. Alors, Covid, ça vient d'où? Ça vient de Coronavirus Disease, 19 pour 2019. Le virus, c'est le SARS-CoV-2. SARS pour Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus, donc syndrome de détresse respiratoire aiguë lié au coronavirus. Donc, on peut être atteint de Covid, mais on est infecté par le SARS-CoV-2. L'un est le virus, l'autre, c'est la maladie. Autre point important, ce sont les méthodes de détection. Il faut bien différencier le frottis nasal, donc l'écouvillon qu'on met dans le nez et qui sert à faire un test PCR. Le test PCR va détecter l'ADN du virus, donc la présence du virus, et donc son portage et sa contagiosité. La sérologie, en revanche, la prise de sang, détecte l'immunisation, c'est-à-dire la production d'anticorps, donc le contact ancien et, le cas échéant, la protection contre une infection future. Les deux tests ne détectent donc pas du tout la même chose. Alors en ce qui concerne la sclérose en plaques et les infections virales en général, sans parler du Covid en particulier, on sait déjà un certain nombre de choses, notamment que le système immunitaire des patients atteints de sclérose en plaques reste efficace, et ça c'est assez important, pour combattre les infections virales. On sait que la fréquence des infections virales est égale, voire même dans certains cas moindre chez les patients atteints de sclérose en plaques que chez les sujets contrôle. À tout le moins, cette fréquence d'infection n'est pas augmentée chez les patients atteints de sclérose en plaques. De même, les taux d'anticorps détectés dans le sang sont généralement plus élevés chez les patients atteints de sclérose en plaques que dans la population générale. Par exemple, contre la rougeole, la varicelle, les oreillons ou la rubéole. En tout cas, on ne voit pas de diminution de ces taux d'anticorps dans la population de patients atteints de sclérose en plaques. Alors, concernant les traitements de la maladie, parce qu'il est évidemment important de connaître l'effet de la sclérose en plaques sur les infections virales, mais également les effets potentiels des traitements utilisés dans la sclérose en plaques sur le risque infectieux. Et la plupart de ces traitements étant des immunomodulateurs, il est théoriquement possible qu'ils augmentent, dans une certaine mesure, le risque infectieux. Alors, cette première partie va concerner l'impact théorique des traitements et je montrerai par la suite quelles sont les données concrètes, réelles, qui ont pu être enregistrées dans différents pays. Alors, théoriquement, on peut classer les traitements par risque faible, intermédiaire ou élevé en termes de risque infectieux. Commençons par l'interféron. L'interféron est classé en risque faible. Pourquoi? Tout simplement parce que l'interféron est à la base une molécule qui a une action antivirale. On peut donc penser que ce traitement pourrait éventuellement même avoir un effet protecteur sur les infections virales. En tout cas, il n'est pas censé
augmenter le risque de manière trop importante. Il est donc classé en risque faible. La Copaxone est également classée en risque faible, tout simplement parce qu'elle n'a que très peu d'effets immunosuppresseurs. L'Aubagio, quant à lui, est également classé en risque faible, car on sait, de par les études notamment de vaccination, dont je dirai un mot un peu plus tard, on sait que les réponses immunitaires infectieuses sont préservées chez les patients qui prennent de l'Aubagio. Alors après, il est un petit peu difficile de parler de manière générale d'un patient sous Aubagio ou d'un patient sous Tecfidera. Il faut s'intéresser au cas par cas, notamment à des paramètres comme la lymphocytose. Alors la lymphocytose, qu'est-ce que c'est? C'est le taux de lymphocytes circulants que l'on va détecter dans la prise de sang. Les lymphocytes sont des cellules immunitaires, des globules blancs, qui nous aident à combattre les infections. Et certains des traitements qu'on utilise dans la sclérose en plaques, notamment l'Aubagio ou le Tecfidera par exemple, peuvent, chez certaines personnes, diminuer ce nombre de lymphocytes. On parle alors de lymphopénie, lymphopénie voulant dire diminution du nombre de lymphocytes circulants. On sait que si le nombre de lymphocytes chute en dessous de 800, cela peut parfois compromettre la réponse immunitaire. Donc, au lieu de parler d'un patient sous Aubagio ou d'un patient sous Tecfidera, il faudra regarder également sa lymphocytose et le résultat de sa prise de sang. Le Tecfidera est également classé en risque théorique faible parce qu'on sait également que les réponses immunitaires sont préservées, notamment en cas de vaccination. Et c'est le même débat. Il faut également, pour avoir une idée correcte du risque infectieux, regarder le résultat de la prise de sang. En risque intermédiaire, on va trouver le Gilenya. Pourquoi? Parce que le Gilenya induit en général une lymphopénie plus importante que ce qu'on peut voir, notamment sous Aubagio et sous Tecfidera. Sous Aubagio, la plupart des patients vont avoir une lymphocytose quasi normale. Sous Tecfidera également, ou légèrement diminuée, la plupart étant supérieure à 800. Sous Gilenya, il n'est pas rare de voir des patients avec 300 ou 400 lymphocytes circulants, ce qui est quand même nettement plus bas. D'autre part, on sait également que sous Gilenya, les réponses vaccinales sont présentes, elles peuvent être préservées, mais sont malgré tout diminuées par rapport à des sujets contrôles, raison pour laquelle le risque théorique est évalué comme intermédiaire. Le Tysabri peut être également mis dans cette catégorie. Alors le Tysabri a un mode d'action particulier puisqu'il laisse a priori intactes les cellules immunitaires circulantes et a un effet imperméabilisant sur le système nerveux central. Donc en réalité, il va empêcher les cellules immunitaires et notamment les lymphocytes de passer du sang vers le cerveau, vers la moelle épinière, vers le système nerveux. Il joue donc un rôle d'imperméabilisateur de la barrière hémato-ménagée. Ça, c'est intéressant parce qu'a priori, les réponses immunitaires périphériques sont préservées. Néanmoins, il y a un certain degré d'immunosuppression locale, c'est-à-dire dans le cerveau et dans la moelle épinière. Et on peut imaginer que si le Covid passait dans le système nerveux central, il trouverait là un certain degré d'immunosuppression lié au Tysabri. Or, on sait que le Covid peut être, que le SARS-CoV-2 en l'occurrence, peut être neurotrope et passer dans le système nerveux central. Ceci dit, à ce jour, ça reste un risque théorique puisqu'il n'y a pas de description d'atteinte neurologique sévère chez un patient traité par Tysabri. Le Mavenclad, la cladribine,
peut également être classé en risque intermédiaire, surtout parce qu'on manque un petit peu de données sur la réponse vaccinale sous cladribine. Alors, à nouveau, il est difficile de parler d'un patient sous cladribine en général, parce que le timing est extrêmement important. C'est-à-dire que si l'on prend les 2 semaines de Mavenclad et que l'on fait une prise de sang 1 mois ou 2 mois plus tard, on aura probablement une lymphopénie un peu plus importante que si on fait la prise de sang 4 à 6 mois plus tard, puisqu'il y a une reconstitution du système immunitaire. Donc le moment considéré par rapport au dernier cycle de Mavenclad est très important pour estimer le risque infectieux et notamment le risque Covid. L'Ocrevus, qui est donc un médicament anti-CD20, donc qui cible le lymphocyte B, a été le sujet de pas mal de débats dans la littérature depuis le mois de mars, depuis la première vague, avec des données un peu controversées, puisque certains case reports, certaines descriptions de cas, qui sont donc des cas isolés et donc avec une valeur statistique relativement limitée en début de première vague, semblaient décrire des évolutions plutôt bénignes du Covid sous Ocrevus, chez des patients traités par Ocrevus, voire même certains auteurs avaient suggéré un effet entre guillemets potentiellement protecteur, en tout cas des complications, l'idée étant que l'Ocrevus ne diminuait certainement pas le risque de contracter l'infection, mais diminuait peut-être le risque de complications, puisque vous savez que les complications du Covid sont surtout inflammatoires. Le concept étant que les immunomodulateurs qu'on pouvait utiliser dans la sclérose en plaques et l'Ocrevus en particulier, induisant un certain degré d'immunosuppression, pouvaient peut-être diminuer ce risque d'atteinte inflammatoire et de complications inflammatoires, notamment pulmonaires. Ensuite, il y a eu dans beaucoup de pays, chez nous, en Italie, en Espagne, en France, de nombreux cas de Covid, et donc de nombreux cas de Covid dans la population de patients atteints de sclérose en plaques. Et on a commencé à enregistrer des données sur un grand nombre de patients. Et certaines de ces cohortes ont suggéré que l'Ocrevus et les anti-CD20 en général, notamment le rituximab également, pouvaient peut-être augmenter légèrement. Il n'a jamais été dit que l'augmentation était importante, mais pouvait peut-être augmenter légèrement le risque Covid. Donc il y avait des données qui allaient un peu dans les deux sens. Alors, ceci est probablement lié au fait que la situation n'est clairement pas simple d'un point de vue physiologique et d'un point de vue immunologique. Le concept, c'est que l'Ocrevus et les anti-CD20 vont détruire une grande partie, voire tous les lymphocytes B circulants. Alors le lymphocyte B, qu'est-ce que c'est? C'est une cellule qui, dont un des rôles principaux, mais pas le seul, est de produire des anticorps. Donc quelque part, on casse la fabrique d'anticorps. Et donc le concept, c'était que peut-être le fait de manquer de ces anticorps allait augmenter le risque Covid. Maintenant, la situation n'est pas si simple, car il faut savoir que les mécanismes de défense contre le SARS-CoV-2 sont à plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux de défense. Le premier niveau de défense, ce sont des cellules qu'on appelle les monocytes. Le deuxième niveau de défense, ce sont les lymphocytes T, les T qu'on va appeler CD8 et les T qu'on va appeler CD4. Ces cellules, a priori, sont épargnées par le traitement par Ocrevus qui, lui, ne va cibler que le lymphocyte B. Le lymphocyte B est également important dans la défense antivirale, mais il n'arrive pas en première ligne de défense. Donc,
on peut tout à fait guérir d'un Covid et se débarrasser du virus, même si on a très peu, voire aucun lymphocyte B circulant. Une preuve indirecte de cela est également que la production d'anticorps ne semble pas nécessaire pour se débarrasser du virus, puisque certains patients vont faire un Covid authentique, démontré par PCR, avec des symptômes, et en guérir, mais malgré tout avoir une sérologie négative et donc ne pas avoir d'anticorps circulants. Donc théoriquement, il y avait des données un peu contradictoires par rapport au traitement par Ocrevus. Augmente-t-il ou non le risque Covid? La question a été en tout cas fort débattue dans la littérature. Alors, quels sont les éléments de réponse? Quels sont les faits concrets? Eh bien, voici une dia importante, importante parce que représentant un très grand nombre de cas enregistrés. Et si l'on regarde ce tableau, alors ce sont des données qui ont été enregistrées jusqu'en juin 2020. Si l'on regarde ce tableau, en France, jusqu'à juin 2020, il y a eu 380 000 cas de Covid confirmés dans la population générale. Et il y a eu 30 000 morts. Le taux de mortalité est donc estimé à 8% dans la population générale. Sur la même période, il y a eu 347 cas confirmés chez des patients atteints de sclérose en plaques et 12 morts dans cette population. Le taux de mortalité chez les patients atteints de sclérose en plaques était donc de 3,5%, c'est-à-dire inférieur au taux de mortalité que l'on observe dans la population générale. Et si l'on regarde encore dans un sous-groupe de patients, qui est le groupe de patients atteints de sclérose en plaques et traités par Ocrevus, on remarque que toujours sur la même période, toujours en France, nous avons 38 cas de Covid qui ont été détectés et aucun décès, c'est-à-dire un taux de mortalité de 0%. Alors, de là à dire que l'Ocrevus protège, il y a un pas qu'on ne va pas franchir, mais néanmoins, on se rend compte que le taux de mortalité des patients traités par Ocrevus n'est pas supérieur aux autres. Le taux de mortalité des patients atteints de sclérose en plaques n'est pas non plus supérieur. Il est même inférieur à celui qu'on enregistre dans la population générale. Ce sont donc des données très importantes, car ni la sclérose en plaques, ni l'Ocrevus, ni même, on le verra plus tard, les autres traitements immunomodulateurs ne semblent augmenter la mortalité liée au Covid. Et si vous regardez les autres colonnes du graphe, que ce soit en Italie, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit même globalement dans les données mondiales, on remarque exactement la même chose. Donc ces observations se répètent. Les molécules qui sont classées en risque théorique élevé, on peut y placer l'alemtuzumab, donc le Lemtrada. Alors pourquoi? Ben, parce que c'est une molécule qui est très immunosuppressive, en tout cas en début de cycle, c'est-à-dire c'est un peu comme le Mavenclad, ce sont des médicaments qui induisent une lymphopénie transitoire suivie d'une reconstitution immunitaire. Le Lemtrada étant un peu plus profondément immunosuppresseur juste après le cycle, et notamment parce qu'il va avoir un effet sur la plupart des lignées cellulaires, y compris les monocytes, qui sont la première des lignes de défense antivirale. Autre traitement qu'on peut mettre dans les risques élevés, mais qu'on utilise moins aujourd'hui, c'est la mitoxantrone, qui est également très immunosuppressive et qui peut s'apparenter à une chimiothérapie. Alors voilà pour le risque théorique, pour essayer de stratifier un petit peu les différents traitements immunomodulateurs qu'on utilise dans la sclérose en plaques en fonction du risque Covid. Qu'est-ce qu'on a remarqué maintenant dans la pratique, dans les cohortes internationales, donc
quelles sont les données qu'on a enregistrées jusqu'à présent et quels sont les enseignements qu'on a tirés de la première vague. C'est ce qu'on va voir maintenant. Et je commencerai avec les données espagnoles qui ont été présentées au congrès ECTRIMS, le tout récent congrès en 2020. L'ECTRIMS, c'est un des plus grands congrès mondiaux de la sclérose en plaques. Donc, données barcelonaises où, sur une cohorte de 758 patients atteints de sclérose en plaques, 48 cas de Covid ont été enregistrés. Ça fait une incidence de 6,33%. Et on voit sur ce tableau que les auteurs se sont intéressés aux facteurs de risque Covid dans la population de patients atteints de sclérose en plaques. Donc, en d'autres termes, quels sont les facteurs, et ils en ont étudié plusieurs, le sexe, l'âge, la race, l'origine génétique, le lieu de vie, le niveau de vie, etc., toute une série de facteurs. Et ils ont essayé de voir quels étaient les facteurs qui pouvaient être associés à une augmentation du risque. Alors, il y a une manière d'interpréter ce genre de données. Ici, vous voyez que si le point est à droite, le risque Covid est probablement augmenté, mais il faut également que dans la colonne de la valeur P, cette observation soit statistiquement significative. Une observation sera statistiquement significative si le P est inférieur à 0,05. Donc si je prends par exemple le fait ici d'être fumeur, on voit que le point est au milieu, donc probablement que dans cette cohorte-ci, le fait d'être fumeur ne change rien au risque Covid, mais de toute manière, l'observation n'est pas statistiquement significative, c'est-à-dire que quoi qu'elle ait montré, où que soit le point, on ne peut pas considérer que c'est un facteur relevant. Le dernier point qu'il faut tenir en compte, c'est la barre d'erreur. Vous voyez ici, si je prends l'exemple des maladies hépatiques, le point est à droite. Alors on pourrait penser que cela augmente de manière très significative le risque Covid, mais la barre d'erreur est très grande. Donc ça veut dire que la variabilité est extrêmement grande et que le point pourrait tout autant se retrouver ici. Et de même, la signification statistique n'est pas présente, donc cette observation ne doit pas être tenue en compte. C'est donc toujours important lorsqu'on présente des données, et c'est malheureusement pas toujours le cas lorsqu'on lit des articles de presse, c'est toujours important de s'intéresser aux données sources et à la signification statistique de ces données, car sinon on tire des conclusions hâtives. Alors, dans cette cohorte, quelles étaient les seules observations significatives? Eh bien, le fait que résider à Barcelone semble augmenter le risque Covid, ce qui est assez intuitif puisque Barcelone est une ville avec une grande densité de population. Donc on peut penser qu'effectivement, vivre en ville augmente le risque d'être contaminé. Autre point statistiquement significatif, le fait, c'est un peu évident, mais ça a été démontré, le fait d'avoir dans son entourage proche des cas symptomatiques, ça augmente évidemment le risque d'être soi-même atteint, et le fait d'avoir des personnes ayant eu une PCR positive dans son entourage proche, c'est aussi assez intuitif. Si on est en contact avec des patients Covid, on a plus de risques de l'attraper également. L'autre point relevant dans cette cohorte étaient les comorbidités, c'est-à-dire que les patients qui présentent plus de 2 comorbidités, comme par exemple l'obésité, l'hypertension, les maladies pulmonaires ou le diabète, semblent avoir un risque Covid plus important. En ce qui concerne les paramètres plus spécifiques à la sclérose en plaques, le seul
paramètre statistiquement significatif, vous le voyez ici, avec un P inférieur à 0,06, c'est-à-dire nettement inférieur à 0,05, et avec des barres d'erreur extrêmement faibles, semble être la durée de traitement par un traitement immunomodulateur, quel qu'il soit. Après, si l'on regarde traitement par traitement, il ne semble pas y avoir de différence. Alors, quelles sont les conclusions de la cohorte espagnole? C'est que l'incidence du Covid-19 chez les patients atteints de sclérose en plaques n'est pas plus importante que dans la population générale. Donc ça, c'est très important. La sclérose en plaques ne semble pas être un facteur de risque de contracter le Covid. Les principaux facteurs de risque de contracter la maladie, ce qui ne veut pas dire les risques de complications, sont avoir été en contact avec une personne atteinte, vivre en ville et avoir une sclérose en plaques qui évolue depuis plus longtemps, donc la durée d'évolution de la maladie. Dans cette cohorte espagnole, le traitement par anti-CD20, donc que ce soit rituximab ou ocrelizumab, semblait être associé à une légère augmentation du risque. Nous avons détaillé les chiffres précédemment concernant l'Ocrevus et les autres anti-CD20, même dans le monde entier. Donc on semble ne pas confirmer cette observation qui a pourtant été faite dans cette cohorte espagnole. Les principaux facteurs de risque de faire des complications du Covid maintenant semblent être l'âge, la présence de comorbidités, la durée d'évolution de la maladie et le fait d'avoir une forme progressive de sclérose en plaques. Le fait de prendre un traitement de fond ne semble pas augmenter le risque de contracter l'infection ni de faire des complications. Donc ça, c'est aussi un point particulièrement important pour les patients. Alors d'autres données qui sont brésiliennes, une grande cohorte de 11 560 patients brésiliens, au sein desquels, je dirais, seulement 98 cas de Covid confirmés ont été identifiés. Alors ça fait une incidence de 0,8%, ce qui semble extrêmement peu pour la population brésilienne qui a été particulièrement touchée. Il y a donc sans doute un biais de détection ou de rapport. Néanmoins, qu'est-ce qu'on pouvait observer dans cette cohorte? Eh bien, parmi ces cas de Covid, chez des patients atteints de sclérose en plaques, il y avait 78% de femmes, que l'âge moyen était de 40 ans et que la durée d'évolution de la maladie était de 9 ans en moyenne. La sévérité du Covid maintenant chez ces patients, eh bien 87% d'entre eux semblaient présenter un Covid léger, c'est-à-dire ne requérant pas d'hospitalisation. 11% modéré, c'est-à-dire requérant une hospitalisation peut-être, mais en tout cas pas d'admission aux soins intensifs. Et 2% un Covid critique, c'est-à-dire requérant éventuellement une assistance respiratoire et une hospitalisation en soins intensifs. Il n'y avait qu'un décès enregistré sur les 98 patients. Alors les Brésiliens se sont intéressés aux comorbidités et de manière assez interpellante, 80% des patients qui ont présenté un Covid n'avaient aucune comorbidité. Il y avait quand même bien représenté l'hypertension artérielle comme facteur de risque, le diabète, les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires et l'obésité. Vous allez voir que dans la plupart des cohortes, ce sont ces facteurs de risque que l'on retrouve. En ce qui concerne les traitements les plus fréquemment pris par les patients qui ont présenté un Covid dans la cohorte brésilienne, le plus représenté était le Tysabri, ensuite le Gilenya et le Tecfidera. Alors il faut aussi, et on le reverra par la suite, toujours interpréter ces données en fonction du nombre de patients qui sont traités. Parce qu'il est clair que si au Brésil, il y a beaucoup plus de gens traités par Tysabri que par interféron, par exemple,
eh bien, il y aura d'office plus de cas de Covid. Ça n'est pas nécessairement lié au traitement. Il faut interpréter l'ensemble des données pour avoir une idée de ce que peut donner comme information ce genre de résultats. Autre donnée également présentée à l'ECTRIMS cette année, ce sont les données autrichiennes. Alors les Autrichiens ont étudié une cohorte de 1931, donc de nouveau des chiffres importants, 1931 patients atteints de sclérose en plaques, donc vous voyez les caractéristiques dans le tableau ici en dessous. 1931 patients, 1394 femmes, donc ça fait 72% de femmes, et 1198 patients sur 1931 étaient traités par un immunomodulateur. Et qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire avec cette cohorte? Ils ont essayé de calculer un score qui permettrait d'évaluer, d'estimer le risque de complications suite à un Covid. Et donc, en l'occurrence, le risque de mortalité suite au Covid. Alors, ils ont pondéré les comorbidités. Ils ont par exemple attribué 5 points si on est face à un patient qui est diabétique et qui a moins de 40 ans, 3 points pour un patient âgé de plus de 65 ans, 3 points pour une insuffisance rénale, etc., etc. Et ils ont attribué moins 6 points si le patient a moins de 40 ans. Et donc, en additionnant tous ces scores, et donc toutes ces comorbidités, on arrive à un total. Si le total est égal à 0 ou inférieur à 0, imaginons un patient qui a moins de 40 ans et qui n'a aucune comorbidité, il va avoir moins 6 points. Donc si le total est inférieur ou égal à 0, le risque est faible. Si le total est entre 1 et 3, le risque est léger, et ainsi de suite, modéré, sévère, très sévère. Alors de manière assez intéressante, au sein de cette cohorte, on se rend compte que 89% des patients atteints de sclérose en plaques ont un risque de complications faible ou léger. Les patients qui sont par ailleurs à très haut risque, on les voit ici, donc à très haut risque de complications s'ils faisaient un Covid, ne sont en général pas traités par un immunomodulateur. Et c'est assez logique puisque des patients avec beaucoup de comorbidités ou très âgés, eh bien, on aura tendance peut-être à moins les traiter avec des médicaments qui pourraient diminuer leur immunité. Le message est donc que l'important ne semble pas être le traitement de fond de la sclérose en plaques, mais bien les facteurs de risque et les comorbidités en termes de risque de complications quand on a un Covid. Autre registre, le registre anglais, avec des données de nouveau sur un très grand nombre de patients, 6618 patients, avec 709 cas de Covid qui ont été enregistrés. Ça fait une incidence de 10,7%. Alors, les Anglais, ils ont essayé de voir qui était le plus à risque de contracter un Covid-19. Ils ont étudié différents facteurs. L'âge, le genre, homme ou femme, l'origine ethnique. Donc, ils ont mis un groupe qu'ils appellent BAME, c'est-à-dire Black, Asian et minorité ethnique, versus les caucasiens blancs. Ils ont regardé aussi le facteur de handicap, donc le DSS, la durée d'évolution de la maladie, le fait de prendre un traitement. Et ce qui ressort de cette cohorte, c'est que la prise d'un traitement de fond ou le handicap physique n'augmente pas le risque de contracter un Covid-19. Ça, c'est une donnée assez importante. En revanche, il semble que le fait d'être originaire d'une minorité ethnique augmente dans cette cohorte le risque infectieux. Toujours dans cette idée d'essayer de voir qui est le plus à risque, si l'on stratifie
en fonction des différents traitements de la sclérose en plaques. On a ici le Lemtrada, le Mavenclad, le Tecfidera, le Gilenya, le Tysabri, l'Ocrevus et l'Aubagio. On remarque qu'aucun traitement de fond n'est associé à un risque accru de Covid-19 dans cette cohorte. Les Anglais se sont intéressés également à un autre facteur qui semble intéressant, qui est la récupération après avoir fait un Covid. Et ils notent que 76% des patients ont récupéré complètement en 6 à 21 jours. Récupération complète, ça veut dire plus aucun symptôme. 24% des patients n'avaient pas encore récupéré complètement après, en moyenne, 105 jours de suivi. On sait qu'après un Covid, il peut y avoir des symptômes de longue durée, notamment au niveau fatigue, au niveau perte de cheveux par exemple. Ça peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour obtenir une récupération complète. Donc c'est ce qu'on voit également dans la population générale. Alors, si on regarde ces 6166 patients traités par des immunomodulateurs, tout traitement confondu, on peut noter qu'il y a 162 PCR positifs qui sont rapportés. Ça fait 2,6% de PCR positifs dans cette population et 11 décès liés au Covid, c'est-à-dire 7% des patients qui ont eu une PCR positive et 0,17% de tous les patients sclérose en plaques traités par un immunomodulateur. Alors sans rentrer dans le détail du tableau, on voit qu'il n'y a pas de différence nette entre les traitements, si ce n'est que la plupart des décès surviennent chez des patients traités par interféron. Alors cette observation, elle peut sembler un petit peu interpellante puisque le risque théorique de l'interféron est estimé faible vu son action antivirale, mais elle s'explique probablement par le fait que en Angleterre, comme d'ailleurs chez nous, il y a encore beaucoup de patients atteints de forme progressive, donc avec une maladie évoluant depuis plus longtemps et un handicap potentiellement plus important, qui sont traités par interféron, et c'est probablement ça qui explique cette différence. Autre donnée, la cohorte française, le registre Coviset, récemment publié, qui inclut 347 patients ayant fait un Covid, donc de nouveau un nombre de patients assez important. Le taux de mortalité dans ce registre est de 12 patients sur 347, c'est-à-dire 3,5%, c'est-à-dire inférieur à ce qu'on peut observer dans la population générale. Dans ce registre français, aucun traitement en particulier n'a été pointé du doigt comme étant associé à un Covid plus sévère. C'est-à-dire que les différences qu'on peut observer ici sur le graphe, on voit qu'il y a eu beaucoup de cas sous Tysabri, mais il y a eu également le plus de cas de Covid détectés chez des patients qui n'avaient pas de traitement. Ça, c'est quand même relevant. Et par ailleurs, les Covid les plus sévères ont été observés également dans ce groupe de patients qui n'avaient pas de traitement. Eh bien, si on s'intéresse à la signification statistique, on remarque qu'il n'y a pas de différence entre les traitements et qu'il y a probablement également un biais d'utilisation qui explique que le Tysabri ou le fingolimod soient fort représentés. C'est parce qu'ils sont très utilisés, mais ils n'augmentent pas, en tout cas dans cette cohorte, probablement le risque Covid de manière significative. Les facteurs de risque qui ont été identifiés par les Français sont toujours les mêmes, c'est-à-dire l'âge, le niveau de handicap, c'est-à-dire le DSS, et l'obésité. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de toutes ces observations? C'est que les effets des traitements utilisés dans la sclérose en plaques sur le risque Covid-19 restent incertains, ils doivent encore être précisés, mais que ces traitements ne semblent pour le moment pas augmenter le risque Covid ou le risque de complications de manière significative. Donc les traitements
que l'on utilise, quel qu'il soit, semble relativement safe. La grande majorité des patients sclérose en plaques qui font un Covid, la très grande majorité va évoluer de manière favorable. Toutes les cohortes vont également dans ce sens. Donc le Covid va être bénin dans la grande majorité des cas, sans nécessité d'hospitalisation. Les facteurs de risque et les comorbidités sont les facteurs les plus importants en termes d'estimation du risque de complications. Et donc, il n'est pas du tout conseillé d'arrêter spontanément son traitement de la sclérose en plaques en raison de la pandémie, en tout cas pas sans un avis neurologique préalable. Et il faut garder à l'esprit que la sclérose en plaques doit rester sous contrôle, c'est-à-dire traitée malgré cette pandémie. Ce serait une erreur de voir des patients présenter une évolution défavorable parce qu'ils ont arrêté un traitement qu'ils ne devaient peut-être pas arrêter. Alors, quelles sont les recommandations aujourd'hui? Je rappelle que la situation est susceptible d'évoluer. Les recommandations de la Fondation Charcot, donc la fondation belge de la sclérose en plaques, sont les suivantes. Les personnes atteintes de sclérose en plaques ne sont pas plus à risque d'une infection par Covid-19 que la population générale. On a vu que c'était effectivement ce qu'on retrouvait dans la plupart des cohortes. Le système immunitaire des patients atteints de sclérose en plaques est apte à se défendre de manière efficace contre les virus. Les traitements utilisés dans la sclérose en plaques modifient nos défenses de manière variable, suivant évidemment le traitement utilisé. Il ne faut pas arrêter ces traitements lorsqu'ils sont en cours. Parfois, il faudra les moduler dans le temps, c'est-à-dire peut-être décaler ou reporter une administration. Le conseil le plus adapté est de suivre de manière stricte les gestes barrières, le lavage des mains, la distanciation physique, le port du masque, etc. Ça, je pense que maintenant, tout le monde les connaît. Et les principaux facteurs de risque d'une forme grave de Covid-19 ne semblent pas liés à la présence de la sclérose en plaques, mais à un âge supérieur à 65 ans, à la présence de problèmes cardiaques, à la présence d'une obésité, d'un surpoids ou d'un diabète. Ce sont les facteurs qui semblent les plus importants. Quelles sont les recommandations maintenant de la MSIF, donc la Société internationale, la Fédération internationale de la sclérose en plaques? Ils disent que le fait d'avoir une sclérose en plaques ne rend pas plus susceptible de contracter un Covid-19, donc on va dans le même sens, ni de faire des complications en cas de Covid. Le taux de mortalité, on l'a vu, n'est pas augmenté par rapport à la population générale. Les personnes qui semblent les plus à risque de faire un Covid sévère sont les patients atteints de formes progressives, les patients de plus de 60 ans, les patients de sexe masculin et les patients ayant un EDSS de plus de 6, c'est-à-dire que ce sont des patients qui ont besoin d'une canne pour marcher 100 mètres. Les patients qui présentent des comorbidités sont également plus à risque, obésité, diabète, maladie cardiovasculaire ou maladie pulmonaire. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui pour faire le point sur le risque Covid et la sclérose en plaques. En termes maintenant de vaccination, quelle est la situation aujourd'hui? Alors cette situation va évidemment beaucoup évoluer et évoluer rapidement, mais qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Eh bien, il faut d'abord savoir qu'il existe différents types de vaccins de manière générale, sans parler du vaccin Covid dans un premier temps. Il existe les vaccins vivants atténués qui utilisent le virus entier qui a été affaibli en laboratoire. Il existe des vaccins inactivés et là, le virus est toujours entier, mais il a été littéralement tué par des agents chimiques, de la chaleur ou des radiations. Il existe des vaccins composés de sous-unités virales, c'est-à-dire de morceaux de virus. Le virus n'est plus entier et les morceaux de virus suffisent à éliciter la réponse immunitaire. Et enfin, il existe des vaccins à base de
toxine. Donc là, c'est la toxine, notamment par exemple pour le tétanos. On vaccine avec la toxine et pas avec la bactérie responsable de l'infection. Alors, les patients atteints de sclérose en plaques, il faut savoir qu'en général, ils peuvent recevoir tous les vaccins, sauf peut-être les vaccins vivants atténués. Pourquoi? Parce que d'une part, il y a un risque de déclencher la maladie et surtout d'autre part, ces vaccins vivants atténués peuvent et induisent une réponse inflammatoire extrêmement forte, susceptible de éventuellement déclencher une dégradation de la sclérose en plaques. Le meilleur exemple de cela, c'est le vaccin contre la fièvre jaune que l'on devrait idéalement éviter d'administrer à une personne qui a la sclérose en plaques. Les autres vaccins, a priori, sont autorisés, cela étant évidemment variable et devant être discuté au cas par cas en fonction de chaque personne et du traitement surtout qu'elle reçoit. Concernant le Covid, il y a actuellement plusieurs types de vaccins à l'étude. Il y a des vaccins atténués. Oui, il y a des vaccins atténués, il y a des vaccins inactivés, il y a des vaccins par sous-unité, mais il y a aussi des vaccins par vecteurs viraux. Et là, c'est encore une méthode différente, c'est-à-dire qu'il s'agit de virus non Covid qui sont modifiés en laboratoire pour exprimer certaines protéines caractéristiques du Covid qui vont entraîner la réponse immunitaire anti-Covid. Donc ça, c'est encore une autre méthode. Et puis, il y a encore une autre méthode qui est celle des vaccins par ARN messager. L'ARN messager, ce sont des petites séquences génétiques qui vont coder pour des protéines. Et on peut donc induire, grâce à ces vaccins par ARN messager, la synthèse de protéines caractéristiques du Covid qui vont être reconnues par le système immunitaire et induire la réponse immunologique anti-Covid. Alors à ce jour, il y a 34 vaccins anti-Covid en cours d'évaluation clinique, c'est-à-dire sur l'être humain, et il y a 142 vaccins au stade préclinique. Parmi les plus avancés dans le développement, on trouve 2 vaccins à ARN messager, ceux de Moderna et de Pfizer, 3 vaccins à vecteur viral, ceux d'AstraZeneca, Johnson Johnson et CanSino, c'est une firme chinoise, et 2 vaccins inactivés, Sinovac et Wuhan Institute, qui sont aussi d'origine chinoise. Donc, toutes les pistes sont explorées et de manière assez intéressante, on voit que seuls 3 vaccins au stade préclinique sont des vivants atténués, c'est-à-dire que seuls 3 sur plus d'une centaine seraient déconseillés en cas de sclérose en plaques. Tous les autres seraient potentiellement administrables. Donc, on aura à notre disposition un certain nombre de candidats vaccins, mais la question peut se poser de savoir si ces vaccins vont fonctionner dans la sclérose en plaques et notamment avec les traitements immunomodulateurs qu'on utilise. Parce qu'il est clair que de manière totalement conceptuelle, si on diminue l'immunité, on pourrait diminuer la réponse vaccinale. Ce sont des choses qui ont été étudiées. On sait qu'une réponse vaccinale peut être obtenue avec la plupart des immunomodulateurs. Et ce, même si ceux-ci induisent un certain degré de lymphopénie. Parfois, la réponse sera diminuée par rapport à quelqu'un qui n'est pas traité, mais elle restera possible. Et on voit par exemple ici le Tecfidera, avec une réponse vaccinale au tétanos, au méningocoque ou au pneumocoque, qui est la même sous Tecfidera que chez des patients traités par interféron. Donc la réponse est préservée. On voit la même chose avec le Tysabri, où l'on observe une vaccination
une réponse en tout cas antigénique suite à une stimulation par un super antigène qui est identique sous Tysabri chez les sujets contrôle. Après, on sait également, avec notamment la vaccination contre la grippe saisonnière, que la réponse à la vaccination anti-grippe chez des patients sous Tysabri peut être éminemment variable et parfois même requérir une injection supplémentaire. Donc, ce qui est vrai avec un vaccin n'est pas toujours vrai avec l'autre. D'autres données, par exemple avec l'Obagio, montrent que des réponses vaccinales sont obtenues, même si elles peuvent être parfois diminuées, elles restent nettement au-dessus du seuil de protection. Donc l'immunisation est efficace et protectrice. Sous Gilenya, on en parlait au début, on observe une diminution du nombre de répondeurs à une vaccination contre la grippe saisonnière ou au vaccin antitétanique. Même si la réponse peut être présente, on remarque que, par exemple, pour la grippe, le taux d'immunisation va être de 75%. Donc, c'est important de noter qu'il n'est pas de 100%, même chez des personnes qui ne sont pas traitées. Euh, il va être donc de 75% chez les sujets contrôle et il va être de 40% chez des patients qui reçoivent du Gilenya. Donc, la réponse vaccinale peut être diminuée. On verra ce que seront les résultats avec la vaccination Covid, mais il est possible qu'on observe le même type d'évolution, c'est-à-dire une réponse présente, mais statistiquement moins fréquente ou moins efficace que chez des personnes qui ne sont pas traitées. Avec l'ocrelizumab, avec l'Ocrevus, la question était évidemment extrêmement importante puisque on cible le lymphocyte B, le producteur d'anticorps, et donc on pouvait se demander si la vaccination allait être efficace. Et c'est ce qui a été étudié avec l'étude Veloce, qui s'est intéressée à la protection euh, contre 5 souches du virus influenza, donc le virus de la grippe. Et on remarque que chez des patients traités par Ocrevus, cette protection varie de 55 à 80%, donc elle est quand même présente, mais qu'elle est, cette protection, de 75 à 97% dans le groupe contrôle. Ce qui veut dire qu'elle est présente, mais diminuée sous Ocrevus par rapport à des gens qui ne sont pas traités, qui sont traités par interféron, qui ne sont pas traités du tout. Il y a donc une réponse qui est préservée, même chez des personnes qui peuvent avoir très peu, voire pas de lymphocytes B circulants, et c'est bien la preuve que les lymphocytes B circulants ne sont pas tout. Il y a d'autres lymphocytes B qui sont notamment hébergés dans les organes lymphoïdes et qui peuvent être suffisants pour obtenir une immunisation. Il y a donc un intérêt à vacciner les patients atteints de sclérose en plaques, même s'ils sont traités par des immunomodulateurs comme l'Ocrevus ou d'autres molécules.